Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, votre rendez-vous quotidien sur Bismart dédié à vos finances personnelles. On commencera cette émission par votre rubrique L'art à la une. Sybille Aoujane, notre spécialiste du marché de l'art, nous dira tout des actualités du secteur. Son invitée ensuite sera Mathilde Soubi, fondatrice et CEO du studio Artera. L'occasion de lui demander comment se construit la cote d'un artiste et comment bien sûr la faire monter. Et puis, dans Enjeu Patrimoine, un joyeux anniversaire aux ETF. Le premier fonds indiciel coté vient de fêter ses 30 ans. Dans les années 90, les fonds indiciels passifs ne représentaient que 2% du marché. Aujourd'hui, c'est plus de la moitié de l'épargne américaine qui est gérée sur ce principe. Nous reviendrons avec notre invité sur cette petite révolution de l'investissement en bourse. Mais d'abord, on parle d'art, donc dans Smart Patrimoine, c'est parti. D'abord, je vous le disais, on commence par votre rubrique L'art à la une. Pour tout savoir des dernières actualités du marché de l'art, c'est Sybille Aoujane qui va tout nous dire. Elle est avec nous. Bonjour Sybille. Bonjour Eva. Comment allez-vous ? Bien, très bien. Super. Merci. Vous allez commencer, je crois, par les actualités des maisons de vente. On va commencer par là. Effectivement. Alors, je vais vous parler d'abord de la maison de vente Philips qui confirme sa position en Asie. Philips va inaugurer un nouveau siège social asiatique à Hong Kong le 18 mars prochain. C'est un bâtiment de 5000 m² qui a été réalisé par les architectes Herzog et de Meuron qui se place juste en face du musée M+, qui a d'ailleurs été réalisé par les mêmes architectes. Les premières ventes aux enchères seront tournées vers les spécialités de Philips, c'est-à-dire le XXe siècle et l'art contemporain. On trouvera notamment la peinture d'une des fameuses citrouilles de Yayoi Kusama, estimée entre 5 et 6 millions de dollars. La citrouille est l'un des motifs les plus convoités de l'artiste. Il y aura aussi un triptyque de plus de 4 mètres de long qui s'intitule Infinity Dots de l'artiste aussi Yayoi Kusama, estimé pour plus de 3 millions de dollars. Et on retrouvera aussi une œuvre de Matthew Wong qui s'appelle The Road. Quant aux premières ventes en ligne, elles seront d'abord consacrées aux bijoux et aux montres dans un premier temps. Donc Sybille, Philips confirme sa progression dans le paysage des maisons de vente. Effectivement, alors Philips conserve sa 3e position au rang mondial. La maison de vente a réalisé une progression tout de même de 30% de ses résultats en 2022 et atteignant aujourd'hui 1,3 milliard de dollars de résultats en 2022. Ensuite, vous nous parlez d'un article des Échos qui fait l'effet d'une bombe dans le secteur. Exactement, c'est un article de Martine Robert qui est de plus en plus partagé. Elle cite une directive européenne datée d'avril 2022. Cette directive propose d'augmenter la TVA applicable aux œuvres d'art et elle devrait être remontée à 20%. Jusqu'à présent, le taux de TVA est à 5,5%. Cela s'applique pour de nombreuses situations d'achat d'œuvres d'art. Donc remonter ce taux aurait donc forcément un impact sur les ventes, alors que la France a une place de plus en plus forte sur le marché de l'art. La place de la France est tirée notamment, par exemple, par Art Basel, qui a choisi Paris pour faire sa foire Paris Plus, mais aussi par les effets du Brexit. Certains marchands choisissent d'effectuer leurs ventes à Paris et non plus à Londres. Voilà, tout cela fait que, selon un rapport d'Art Basel UBS, la France représente désormais 7% du marché mondial. Elle est au 4e rang, derrière les États-Unis, la Chine et le Royaume-Uni. Et comme le précise Martine Robert, la France risque de se tirer une balle dans le pied face à ces pays-là où la TVA sera inférieure parce qu'aux États-Unis, le taux en vigueur est de 8,8%, le Royaume-Uni 5%, Hong Kong 0% et la Suisse 7,7%. Donc la concurrence sera plus rude. Alors pourquoi est-ce que cette directive a été publiée ? Alors l'objectif de l'Union européenne est d'uniformiser les taux de TVA applicables dans les différents pays de l'Union. Cela dessert particulièrement la France qui est le pays le plus dynamique sur ce secteur. Selon Art Économique, la France occupe 50% de la place européenne sur le marché de l'art. Pas de panique tout de même, les directives sont des actes législatifs qui fixent des objectifs à tous les pays de l'UE. Le texte doit donc être transposé au droit national et la France a 2 ans pour transposer cette directive jusqu'au 31 décembre 2024. Le comité professionnel des galeries d'art a déjà alerté le ministère de la Culture. Le comité a pour objectif d'obtenir une exception pour la France à l'application de cette directive et à défaut de décaler la date de transposition du décret. Voilà, je cite le communiqué du comité. Au nom de l'exception culturelle et de la défense de la compétitivité française, l'atteinte considérable qui sera portée à l'économie du marché de l'art français justifie une exception à l'application de cette directive concernant la TVA sur les œuvres d'art pour la France.
Et enfin, Sybille, une œuvre de Jeff Koons qui a été détruite dans une foire. Voilà, pour terminer sur une note plus légère, une sculpture de Jeff Koons au prix de $42 000 a été détruite la semaine dernière lors de la foire Art Wynwood à Miami, après qu'un visiteur a accidentellement renversé l'œuvre. C'est une des œuvres emblématiques de Jeff Koons, un ballon en forme de chien bleu en porcelaine. Elle était vendue par la galerie Bel Air Fine Art et qui a précisé à The Art Newspaper que bien sûr l'œuvre était assurée pour ce genre d'accident. Et certains collectionneurs ont déjà proposé de racheter les petits morceaux, les petits fragments d'œuvre pour les faire rentrer dans leur collection. Tout est bien qui finit bien. Merci beaucoup, Sybille. Votre invitée, on le disait aujourd'hui, c'est Mathilde Soubi, fondatrice et CEO du studio Artera, une agence d'artistes. Elle est avec nous en plateau. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Patrimoine, Mathilde Soubi. Merci beaucoup de nous accompagner. Ma première question est simple. Une agence d'artistes, qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous en quelques mots. C'est une très bonne question. Nous, c'est vrai qu'on se définit comme une agence de talent, une agence d'artistes dans le secteur des arts visuels. Donc, on a 2 rôles principaux. Le premier, c'est vraiment de scanner en permanence le marché de l'art contemporain, la scène également émergente, pour trouver les futurs talents, ceux qui vont monter et ceux qui sont les plus exceptionnels. On pourra en reparler, mais les plus exceptionnels, c'est ceux qui ont une technique aboutie et c'est ceux qui répondent aussi aux forts enjeux de notre temps. Et une fois qu'on a ces talents et qu'on les a fait rentrer dans l'agence, qu'on les a signés, notre rôle est de gérer leur carrière, leur renommée, leur notoriété. Et ça, on le fait notamment en enclenchant beaucoup de collaborations avec des marques, des entreprises, des institutions culturelles, des collectivités et les médias. Donc c'est vraiment une stratégie à 360 degrés autour de l'artiste pour lui apporter le plus d'opportunités possible, mais aussi pour le faire connaître auprès du grand public, celui qui sort du marché de l'art et ce public qui est composé de millions de personnes qui n'ont pas forcément de lien avec l'art aujourd'hui. On va revenir justement sur cette manière de construire une cote, mais tout d'abord, vous avez un tout petit peu détaillé, mais comment est-ce que vous faites pour repérer les artistes qui vous intéressent? Est-ce que vous avez des lieux de prédilection? Est-ce qu'il y a des éléments qui vous font vraiment dire celui-là, on le veut dans notre agence? Oui, alors c'est vrai que pour le moment, on s'est beaucoup intéressé au marché français, sachant qu'on a 1 an et demi d'existence. Il y a plusieurs moyens de le faire. Nous, il faut savoir qu'on rencontre, là, depuis le lancement de l'agence, on a rencontré plus de 500 artistes. Donc, on en rencontre beaucoup pour trouver ceux qui vont rejoindre l'agence. On n'en représente aujourd'hui que 10. Donc, c'est très peu par rapport à tous ceux qu'on a rencontrés. La sélection est assez rude. Et assez rude. Après, évidemment, c'est notre regard aussi en tant qu'agence. Ça ne veut pas dire que les autres artistes qu'on a rencontrés n'étaient pas bons. Mais nous, on cherche des personnalités. En tout cas, on va dans les écoles d'art. On va beaucoup rencontrer les jeunes artistes qui sortent d'école. On va évidemment dans les galeries. On utilise aussi beaucoup les réseaux sociaux et on reçoit aussi beaucoup de candidatures. On en reçoit plusieurs par jour et on prend tout le temps de les regarder. Et dans quel sens vous fonctionnez? Est-ce que vous regardez déjà les attentes du marché et après vous allez voir les artistes qui pourraient y correspondre, ou à l'inverse, vous allez travailler l'artiste où vous voyez un potentiel pour le faire correspondre plutôt à un marché? Oui, c'est très intéressant. Alors, on fait les deux. Nous, étant donné qu'on est une agence de talent et qu'on travaille aussi avec des marques et des entreprises, par exemple, il faut qu'on travaille avec des artistes qui comprennent aussi cette mentalité. C'est-à-dire que des artistes qui veulent uniquement exposer en galerie ou faire des foires, je pense qu'on n'est pas forcément les bons acteurs. Nous, on cherche des artistes qui veulent sortir un peu du circuit traditionnel pour faire des projets d'ampleur. Donc ça peut répondre en partie à la question, c'est que déjà les artistes qu'on va sélectionner, il faut qu'ils soient dans cette mentalité-là. Oui. Donc qui répondent en effet à un type de marché, je pense. Et alors du coup, quelle est la priorité pour un jeune artiste justement qui sort d'école? Il va être tout jeune, il n'a pas forcément exposé. Qu'est-ce qui va être fait? Quel est le travail en priorité pour le mettre en avant? Oui, alors nous, il faut savoir que les artistes qu'on représente, la plupart ont déjà quand même eu des expositions, eu des projets à leur actif, donc quand même déjà une base un petit peu solide. On ne prend pas les tout débutants. Quand même des personnes qui ont Oui, exactement, ça c'est important. Mais souvent, ce qu'il y a à mettre en place, déjà, c'est le lien avec les collectionneurs, les galeries font, mais qu'on mène également. Et après, c'est comment on va créer aussi une histoire autour de cet artiste. Rechercher ce qu'il incarne dans notre société, quels sont ses regards, quelles sont ses valeurs. On va beaucoup travailler ça. Et c'est ça qui nous différencie des autres acteurs du marché de l'art, je pense, c'est en quoi cet artiste peut vraiment profondément inspirer la société. Et s'il a un message qui est fort, on va plus facilement arriver à le représenter, à le placer dans des projets qui sont intéressants. Nous, au-delà des œuvres de l'artiste, on va beaucoup chercher sa personnalité et la pensée qu'il y a derrière son œuvre.
C'est ça qui vous différencie d'une galerie, c'est le travail de l'image aussi, de l'artiste en tant que personne. Tout à fait, exactement. Nous, on s'est beaucoup inspiré des modèles d'agences de talent dans le monde du sport, du cinéma aussi, qui ne s'intéressent pas uniquement aux films, par exemple, qui sortent, mais aux acteurs qui sont derrière. Nous, c'est ce qu'on fait avec les artistes. On va avant tout représenter des personnalités. Et on veut évidemment représenter leurs œuvres, car c'est une extension de qui ils sont, et c'est très important, bien sûr, quand ils sont artistes. Mais on va aussi, par exemple, gérer leur image à titre personnel, donc leur présence dans les médias. Donc c'est tout à fait juste ce que vous dites, oui. Je pose des questions assez basiques, Ouais. mais voilà, comme je vous ai posé la question sur ce que c'est une agence d'artistes, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est la cote d'un artiste ? Vous en avez déjà Oui. un peu parlé avec Sybille sur la manière dont on l'a construit, et vous allez nous en dire plus sûrement derrière, mais c'est quoi la cote d'un artiste et pourquoi c'est important ? Alors la cote d'un artiste, déjà la définition au sens propre du terme, c'est un indice qui va définir la renommée de l'artiste. Et donc de fait, qui va définir quelle est la valeur de ses œuvres et la valeur de tous ses projets. Et la deuxième question, Non, c'était ça. Voilà, Je voulais avoir une définition de ce que c'était la cote et voilà, et quels sont les critères auxquels il faut répondre et pourquoi c'est important. Voilà. Alors, en fait, déjà, je pense c'est celle qui permet de déterminer le prix, déjà aussi. Voilà. C'est pour ça qu'elle est importante. Voilà, exactement. Donc cette cote de l'artiste, en fait, elle va impacter globalement toute sa carrière, parce que c'est vraiment un indice qui va permettre de savoir où l'artiste en est. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, en tant qu'agence, on utilise le réseau du marché de l'art pour développer la cote de l'artiste. C'est-à-dire que le réseau traditionnel, fait ça très très bien. Les artistes qui exposent dans des galeries renommées, qui vont exposer dans des musées, qui vont ensuite vendre dans des maisons de vente, tout ça, évidemment, ça contribue à la cote de l'artiste. Ça a été testé, ça a été approuvé par le marché traditionnel. Il y a également le fait de vendre à des collectionneurs qui ont déjà aussi une certaine assise dans le marché de l'art qui va permettre de développer la cote. Et nous, ce qui est intéressant, c'est que on développe également tous les projets qui vont toucher un large public. Et on est fondamentalement convaincus que ça peut également développer la cote de l'artiste. Un large public, c'est-à-dire, dans quel sens ? Dans le sens où nous, notre agence, elle développe par exemple des projets d'art public. Donc on développe des projets dans l'espace urbain qui vont pouvoir toucher des millions de personnes. On fait également des collaborations avec des marques. Collaboration avec des marques, ça peut être par exemple travailler sur des campagnes marketing, des campagnes de communication. Et ça, c'est des campagnes qui sont omniprésentes dans nos environnements visuels et qui touchent énormément de monde. Donc pour revenir à ce que je disais globalement, c'est que je pense que pour aujourd'hui, de manière contemporaine, créer la cote d'un artiste, il faut à la fois respecter le marché traditionnel, ça lui permet d'avoir une assise qui est intellectuelle, qui est institutionnelle, mais on peut développer aussi des projets grand public qui vont également augmenter la cote de l'artiste. Et l'important, c'est d'être présent sur tous les fronts, vous pensez ? Je pense que ça dépend beaucoup des artistes. Il y a des artistes qui vont être présents sur les deux fronts, notamment au sein de notre agence. Il y en a d'autres qui vont être plus institutionnels, d'autres qui vont plus être axés sur les collaborations avec les marques. Nous, on pense que les meilleurs profils sont ceux qui arrivent à faire les deux. Parce que c'est ça qui devient intéressant pour la population, pour la société. Un artiste fait sa réputation intellectuelle dans le marché de l'art, mais si on veut que tous les types de populations puissent être enrichis par l'art, il faut réussir à faire en sorte que la cote de l'artiste soit aussi corrélée à ces projets qui touchent le grand public. Et nous, c'est ce qu'on essaye de mettre en place au sein de l'agence. Mais c'est vrai qu'en Europe, on a encore une vision peut-être un peu plus... un peu désuète, on va dire, en tout cas différente, par exemple, de la mentalité asiatique, qui va faire que la collaboration entre un artiste et une marque et le luxe, elle va être pas forcément bien interprétée. Mais est-ce que vous pensez que ça va être fondamental, en tout cas pour les nouvelles générations, et en tout cas pour que se faire connaître des plus jeunes ? Oui, je pense que c'est fondamental. Aujourd'hui, les jeunes, il y en a certains qui sont dans des musées, mais il y en a beaucoup qui sont en dehors. Et ce qui est intéressant, c'est de voir où sont ces jeunes populations. Ils sont globalement en ligne, ça c'est certain, sur les réseaux sociaux. Ils sont également dans les magasins, ils sont également dans la rue. Et donc, eux, c'est comment on va réussir à aller les chercher en créant des projets qui leur parlent. Le digital, je le citais au tout début, est primordial, par exemple. Donc, c'est des axes sur lesquels on se questionne énormément. Comment on va pouvoir créer des campagnes digitales entre nos artistes et des marques, ou tout simplement comment nos artistes vont transformer leurs œuvres en expériences digitales. Aujourd'hui, on travaille avec l'un de nos artistes pour créer des expériences en réalité virtuelle pour les hôpitaux et les EHPAD, par exemple. Et ça, c'est une continuation de son art. Et c'est ça qui va permettre de toucher d'autres types de publics, et notamment les jeunes, par exemple. Et comment est-ce que vous allez fixer les prix ? Est-ce que c'est vous qui fixez les prix de départ et après qui aussi suivez l'évolution ou initiez en tout cas l'évolution du prix ? Oui, ça c'est toujours un très grand sujet. Souvent, quand les artistes rentrent dans l'agence, soit ils ont déjà une cote qui est assez établie, donc nous, on va plutôt s'appuyer là-dessus. Si ce n'est pas encore le cas, on va longuement échanger avec eux pour déterminer leur premier prix. Ces premiers prix, ils dépendent de beaucoup de choses. Ils dépendent déjà du parcours de l'artiste. Est-ce qu'il a déjà exposé avant ? Est-ce que l'école aussi qu'il a pu faire, ça compte quand même. Et après, c'est la technique et à quel point l'œuvre est
abouti dans tous les sens du terme, en termes de technique que de vision. Ça peut arriver de brader ou de surestimer. Ça peut arriver dans les deux cas. Ça peut arriver, il faut essayer de ne pas le faire, mais c'est vrai que c'est la loi de l'offre et de la demande aussi, oui. C'est quand même réel, donc parfois on va se rendre compte que des œuvres vont être un peu trop surévaluées quand on n'arrive plus à les vendre, et quand on arrive à trop les vendre, c'est que peut-être justement elles ne sont pas assez chères, donc il faut quand même être un peu à l'écoute du marché, et quand ce sont encore des jeunes artistes, on peut encore se permettre de le faire pour justement jauger de ce qu'est leur cote réelle en fait. Et on sait que les galeries réalisent énormément de leur chiffre d'affaires dans les foires. Vous, ça vous impacte pas de ne pas être présent, ou alors est-ce que vous pensez avoir peut-être une petite présence, un petit boost dans une des foires, ou c'est inenvisageable? Alors nous, c'est vrai que la grande majorité de notre chiffre d'affaires, on le fait principalement sur les collaborations qu'on développe avec des entreprises, avec des marques ou les villes et les collectivités. Donc la vente existe, mais c'est pas le cœur de notre métier. Donc on n'est pas, c'est pas un problème pour nous de pas être présent dans les foires. Mais j'espère par contre qu'un jour le marché évoluera et que les agences pourront être reconnues en tant que telles et avoir le droit de faire partie de ces foires. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup Mathilde Soubi d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Smart Patrimoine, d'avoir répondu aux questions de Sybille Laougène. Je rappelle, vous êtes la fondatrice et CEO du studio Artera, une agence d'artistes. Donc merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Sybille. On vous retrouve évidemment la semaine prochaine dans Smart Patrimoine. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine. C'est parti pour Enjeu Patrimoine. Aujourd'hui, nous fêtons l'anniversaire du premier ETF. Pas vraiment aujourd'hui, puisque c'est le 29 janvier dernier qu'il a eu 30 ans. Nous allons voir avec notre invité ce que ces fonds d'investissement cotés en bourse avaient réellement de révolutionnaire. Régis Yankovici nous accompagne, fondateur et dirigeant de Luxavi.fr, spécialiste de la gestion en ETF. Il fallait bien ça pour en parler aujourd'hui. Bonjour, merci Régis. Eva pour cette introduction, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bon, ma première question est simple, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est qu'un ETF ? Bien sûr. Alors, c'est un fonds coté. Je ne vais pas dire indiciel tout de suite, parce que Exchange Traded Fund, ETF, il n'y a pas de notion d'indice dedans. La notion d'indice est venue peut-être un petit peu après, avec la terminologie entre guillemets française, puisque en arrivant dans les années 2000 en France, Euronext a décidé d'appeler les ETF trackers. Donc là, on a la notion de suivi de quelque chose. Mais c'est vrai que dans la majorité des cas, on va suivre un indice. C'est pourtant ce côté indiciel et coté en bourse qui fait sa particularité, Régis, non ? Absolument, une particularité qui est encore plus ancienne que l'ETF, parce que si le premier ETF est né un 29 janvier 1993, les fonds indiciels existent depuis les années 70. Et déjà, à l'époque, ça a été accueilli extrêmement fraîchement par la communauté, parce que c'est une révolution, comme l'ETF a été le deuxième étage de la révolution. Donc né un 29 janvier 93 Absolument. À Wall Street, c'est ça ? Oui, ça a mis 3 ans pour germer. C'est pour ça que parfois l'histoire retient que c'est en 1990 que le premier ETF a été créé, tout simplement parce que le dépôt du dossier de l'ETF auprès de la SEC a mis 3 ans à être étudié. Et donc c'est l'Amex et State Street qui ont créé le premier ETF qui existe aujourd'hui et qui, pour mesurer le succès, c'est aujourd'hui le plus gros fonds au monde. Environ, selon les jours, 370 milliards de dollars. C'est colossal. Et pourtant, vous disiez que l'adhésion n'avait pas été immédiate ? Non, d'ailleurs, elle l'est toujours pas. Je regardais il y a très peu de temps un article dans Les Échos qui disait que les Français n'avaient pas encore adopté les ETF, mais parce qu'il y a beaucoup de personnes anti-fonds indiciels, anti-ETF. Quels sont leurs arguments ? Parfois de bonne foi, parfois de mauvaise foi. Je prends un article du Wall Street Journal, mais qui est ancien, 1973, et qui disait qu'on peut difficilement convaincre quelqu'un d'une théorie dont son salaire dépend. Donc c'est un des freins. Un autre frein qui est peut-être un peu plus justifié, c'est qu'il y a une catégorie d'utilisateurs des fonds indiciels qui se raccroche à la théorie des marchés efficients, qui date des années 60 avec Markowitz, Sharpe, etc., qui nous dit que le marché intègre à tout moment toutes les informations qui sont à sa disposition et que donc le meilleur moyen d'investir sur les marchés, c'est d'acheter l'ensemble du marché et qu'on ne peut pas mieux faire. Alors, comme toutes les théories, elles simplifient la réalité et parfois s'en éloigne un petit peu, et comme disait un statisticien qui s'appelle Box dans les années encore 70, c'est que tous les modèles, et en particulier celui-là, sont faux, mais il y en a qui sont plus utiles que d'autres.
Je rebondis sur ce que vous disiez, peu utilisé en France. Moi, je disais en préambule de cette émission qu'aux États-Unis, on ne voyait plus que par ça. Comment vous l'expliquez, ça, qu'en France, on soit encore un petit peu loin? Un chiffre qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur les souscriptions et les rachats 2022. La gestion active au PCVM Mutual Fund a décollecté 1000 milliards de dollars en 2022. C'est du jamais vu. Pendant ce temps-là, les fonds indiciels, les ETF, ont collecté 600 milliards de dollars. Donc, on n'invente rien. Les chiffres sont vraiment éloquents et depuis de nombreuses années. Moi, je crois que il y a peut-être deux raisons à ce manque d'engouement encore pour les ETF, mais qui va venir. Ça me paraît une certitude. C'est d'abord la distribution. La distribution pose un problème, puisqu'elle est souvent payée sur des rétrocommissions que les ETF n'offrent pas. Donc en fait, les investisseurs particuliers ont intérêt à acheter des ETF, mais pas grand monde a intérêt à aller leur vendre. Donc c'est déjà une difficulté. La deuxième difficulté, c'est peut-être un manque d'éducation des investisseurs. J'ai l'impression que c'est en train de changer quand même. C'est une vieille idée qu'on a qu'en France, on est nul en finance. Mais j'ai l'impression que la jeune génération est en train de remettre en cause ça avec, par exemple, tous les youtubeurs qui disent parfois des choses intéressantes, qui démocratisent beaucoup les ETF. Pourquoi faut-il investir dans des ETF aujourd'hui, selon vous? Ouh, quelle bonne question. Parce que je crois que quand on investit dans un OPCVM, et quand on est un particulier, les intérêts ne sont pas strictement alignés entre le gérant de l'OPCVM et l'investisseur. Pour faire simple, le gérant de l'OPCVM cherche de la performance et des commissions. L'investisseur ne veut que la performance. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur ce que vous disiez tout à l'heure pour qu'on comprenne bien et pour que nos téléspectateurs comprennent bien. Qu'avait-il de révolutionnaire? Voilà. Qu'est-ce qui a fait que quand il est arrivé, c'était une petite révolution sur l'investissement en bourse? D'abord, il y avait un mantra absolu et qui est vraiment tenace, c'est qu'il faille absolument battre les marchés. Comme si avoir juste l'indice c'est quoi? C'est la moyenne du marché. C'est-à-dire qu'on faisait la moyenne en étant parmi les meilleurs. C'est une idée un peu contre-intuitive, mais qui est juste une réalité. Et donc aux États-Unis, c'est pas vraiment dans l'idée que de dire qu'on va juste être moyen et qu'on va s'en satisfaire. Le patron de Fidelity, par exemple, à l'époque des premiers fonds indiciels, disait en parlant de John Bogle, qui était le patron de Vanguard, qui a lancé le premier fonds indiciel, que les Américains ne se satisferont jamais d'une performance qui est la moyenne. Donc il y a cette idée qu'il faut être meilleur que la moyenne. Vous parliez des jeunes tout à l'heure. À qui s'adresse-t-il? À quel profil s'adressent-ils ces ETF principalement, vous diriez? Alors, il y a peut-être deux populations dans les utilisateurs d'ETF au niveau de la gestion privée. Il y a les jeunes qui ont dans l'idée qu'il ne faut absolument pas payer de frais et qu'il faut payer, il faut rien payer du tout, si ce n'est l'accès au marché et les frais de gestion de l'ETF. Et là, ils essayent de se débrouiller tout seuls, parfois avec de la réussite, parfois un peu plus de difficultés. Et puis, il y a des personnes, on va dire, qui ont un peu plus de recul et qui ont vécu, par exemple, des marchés baissiers, qui ont vu l'importance de l'allocation d'actifs et que l'allocation d'actifs était un vrai métier. Donc il y a un peu ces deux populations qui s'opposent un peu parfois dans la façon d'utiliser l'ETF, mais qui se rejoignent sur l'attrait de ce produit. Bon, je ne peux pas vous laisser partir, Régis, quand même, sans vous demander à quel risque s'exposent tout de même les ETF. Alors évidemment, le risque, c'est le risque du marché. Ce n'est pas un risque spécifique à l'ETF, c'est le risque du marché sur lequel on investit en étant sur un ETF. Mais puisque vous me tendez cette perche-là, il y a un risque qui est un peu parfois sous-estimé, qui n'est pas forcément propre aux ETF, mais qui est un peu embêtant. C'est lorsqu'un ETF est tout simplement délisté. Lorsqu'il ne rencontre pas son public, ça peut être souvent sur des thématiques un peu lointaines, un peu originales. Bon, je ne parle même pas d'un ETF qui soit sur les actions russes, qui ont été évidemment délistées, mais qui n'a pas rencontré son public. Alors c'est dommage, parce que quand on veut investir de manière contrariante, acheter ce dont personne ne veut, parfois on se retrouve avec un ETF qui disparaît et on n'a pas toujours un équivalent. Est-ce que vous êtes donc confiant pour la suite sur l'utilisation de ces ETF, notamment en France? Aveuglément confiant, parce que la révolution ETF est en marche. Et ce n'est pas la problématique que j'ai mentionnée de la distribution qui l'arrêtera. 2023 ? Dès 2023 ? Ça a déjà commencé, oui, en 2023. Et pour les années à venir, il y a encore un potentiel
énorme. Je pense en particulier à ceux qui souhaitent avoir et une valeur ajoutée en termes patrimonial et une valeur ajoutée en termes de gestion. Il y a des offres que nous sommes en train de dessiner et qui ne se limitent pas à des robo-advisors qui ont aussi leur intérêt. Merci beaucoup Régis Jancovici d'être venu nous voir aujourd'hui sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle, vous êtes le fondateur et dirigeant de luxavie.fr, spécialiste de la gestion en ETF. Je crois qu'on lui a fêté un plutôt bel anniversaire. J'ai oublié les cotillons, je m'en veux en entrant, je me suis dit que j'avais oublié les cotillons. Merci en tout cas de nous avoir accompagnés, Régis Jancovici. Merci à vous de nous avoir suivis. Petit merci à Pauline Gratel qui m'a accompagnée toute cette semaine dans Smart Patrimoine. Nous, on se retrouve évidemment très très vite sur Bismart. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous dis à bientôt. Ciao.